Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Monard. Dans cet épisode, j'accueille Céline Tran. Céline a été autrefois connue sous un pseudonyme. Ce pseudonyme, c'était Katsuni. C'était une des actrices porno les plus connues au monde, et ce pendant 13 années de carrière. Et puis un jour, elle a décidé d'arrêter et de passer à autre chose. Donc dans cet épisode, on va parler de ce qu'elle a fait après, et ce lien ou non par rapport à son ancienne carrière. On va parler de sa carrière dans le porno, de ce qui a fait son succès à l'époque, et de ce qui a changé dans le milieu du porno entre le moment où elle a commencé et le moment où elle a arrêté et maintenant. Et finalement, on va parler de sa stratégie de création de contenu, comment elle a fait pour faire ce travail un peu d'équilibriste entre le fait d'utiliser quand même son ancienne vie, parce que c'est ça qui va aussi l'aider à se faire connaître dans sa nouvelle vie, et le fait de ne pas se faire limiter par l'idée qu'on a été un jour une actrice porno. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Céline Tran. C'est bon, maintenant tout est parti. Eh bien écoute, on est Parce bon. que tu es à l'étranger, c'est ça? Ouais, je suis en Thaïlande moi, du coup, c'est pour ça que c'est que le matin pour toi. Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu avais. Ouais, je suis à Chiang Mai du coup. Donc, j'ai vu que tu avais Ah l'occasion putain! de passer. Oh là là! Ouais. Quelle chance! Bon, enfin, moi, le seul truc qui me dérangeait, et c'est pas un détail, c'était quand même la pollution. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime cette ville? Ben, c'est là où je me suis formée en massage thaï, effectivement. Ouais. Et j'ai trop hâte d'y retourner. J'ai mes habitudes Donc, là-bas. tu étais là à quelle période? Parce que la période des fumées, c'est violent. Ouais, quand je viens, c'est novembre ou printemps. Enfin, c'est surtout novembre. Ok. C'est souvent novembre, Ouais. ouais. Ok. Novembre-décembre. Non, 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 ça va encore. Ouais. Ouais, cette année, nous, on a dû partir pendant quasiment 2 mois. En fait, on va dans le sud pendant cette période. Parce qu'en plus, on a une petite maintenant, donc tu vois, pour les enfants et tout, c'est compliqué. À la limite, tu peux Mm. rester chez toi. En fait, ce que font les gens, c'est qu'ils barricadent leur maison. Ils ont 4 purificateurs d'air dans toutes les pièces, Ah ouais, etc. carrément. Et tu arrives à tenir. Mais en fait, si tu as des enfants et que tu veux qu'ils puissent sortir un minimum, du coup, Mm. on a dû évacuer pendant bien, je crois, 8 semaines là, cette année. Et Ah ouais. il y a même des écoles il y a une école qui fait un camp pendant 2 mois. Ils vont dans le sud et ils déménagent toute l'école. Bon, évidemment, Ah, génial. ouais, Ah ouais, c'est pas ouais, mal donc de, ouais. c'est moi qui, enfin, je me posais des C'est pas que questions, toi, j'ai un quoi. problème ou quoi, mais ouais, Non, non, effectivement, non. c'est, tout le Il y monde a un en vrai souffre. problème Mm. pendant la période, surtout aux alentours de mars, grosso modo. Tu vois, mars, avril, c'est la période C'est à où cause de leurs techniques agricoles, c'est ça, où ils brûlent, Euh, bah, du coup, ils brûlent. c'est assez flou parce que moi, ce que j'avais compris, c'était effectivement que c'était les paysans qui brûlaient Ouais. leurs champs pour essentiellement enfin, pour éliminer tout ce qu'il y avait et puis pour pouvoir repartir. Et en fait, d'autres Mm. personnes disent que c'est pas ça et qu'en fait, c'est des feux de forêt. Et a priori, c'est des incendies de forêt. Parce que Mm. apparemment, s'ils font un incendie de forêt, ça brûle et après il y a des champignons qui poussent et ils récupèrent ces champignons. Et apparemment, il y a un marché en Chine pour ces champignons. Et donc, c'est une espèce de contrebande bizarre qui se fait. Et évidemment, dans ce Mm. cas-là, on est affecté beaucoup par ce qui se passe en fait dans les pays adjacents. Parce que là, on est quasiment, tu vois, on est quasiment à la frontière. Donc en fait, la Thaïlande n'a pas le contrôle sur tout. Donc la réponse, c'est que je ne sais pas exactement d'où ça Mm. vient. Et il y a différentes théories qui flottent. Mais grosso modo, ça reste quand même un vrai problème. Et après, il y a le problème de simplement, c'est une cuvette, quoi, à cause de la montagne et tout, et ça reste Mm. coincé. Ouais, aussi. Voilà. Mm. C'est le Grenoble thaïlandais. Ouais. Enfin, je Euh, préfère Chiang Mai pour le ouais. coup. Et Ok. du coup, c'est drôle que tu sois passé par là. Écoute, moi, ça m'amène sur de toute manière ton service. C'est-à-dire que une chose que je remarque en allant sur ton site, c'est que finalement, tu as plein de services différents. Tu vas proposer à la fois de l'hypnose, du coaching, le côté massage. Mm. J'ai l'impression qu'il y a une période où tu as pas mal expérimenté avec différentes choses, où tu t'es relancé dans les arts martiaux, dans le cirque, etc. Aujourd'hui, parmi ces différents services, c'est quoi essentiellement le cœur de ton activité ou ce qui te semble, toi, le plus important? Le cœur de mon activité, c'est l'accompagnement. Et cet accompagnement se fait avec différentes techniques. Et pour moi, faire du massage bien-être, c'est proposer une forme d'accompagnement, puisqu'il y a un temps de discussion et parce que l'intention derrière le massage, c'est d'amener la personne à se reconnecter à son corps. Et bien souvent, elle amène avec elle des problématiques parfois d'abus, de complexes, enfin voilà, c'est de l'accompagnement. J'utilise aussi l'hypnose. Euh, il y a le terme coaching aussi, mais le coaching, c'est vraiment une manière d'accompagner qui est spécifique. Donc pour moi, le vrai mot, Hmm. c'est accompagnement. Accompagnement lié au développement personnel. Et, Voilà, c'est lié au bien-être, au développement personnel. et le type de problème que les gens vont avoir qui vont les pousser à venir vers toi, c'est quoi typiquement?
Beaucoup de problématiques autour de la sexualité, puisque c'est ma spécialité, mais pas que. Il y a aussi des problématiques autour de reconversion de vie, de changement de vie. Certaines personnes qui sentent qu'elles sont arrivées au bout de quelque chose, mais elles ne trouvent pas forcément le courage de faire leur choix. Donc il y a une démarche d'introspection. Finalement, je me retrouve à faire du coaching de vie alors que je ne me suis jamais présentée de cette manière. Mais comme beaucoup connaissent mon parcours, ça va toucher en eux, enfin ça va résonner chez eux en fait. Mais principalement la sexualité avec, bah oui, malheureusement, beaucoup de personnes qui ont été abusées et pas que des femmes. Il y a beaucoup de violence, il y a des problématiques plus vraiment généralement des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi et l'envie de lâcher prise et de lâcher un peu le contrôle. Voilà, ça c'est vraiment ce qui réunit tout le monde. Et forcément, ça passe beaucoup par le corps. Et, euh, et du coup, comment est-ce que ça se concrétise? Par exemple, si tu dis c'est une séance de massage, comment est-ce que tu inclus le côté plus accompagnement, la discussion, tu fais une séance avant pour comprendre les objectifs de la personne. Comment est-ce que tu inclus en fait cette partie-là? Ou est-ce que c'est plus Alors vas-y. déjà, pour tout rendez-vous, la personne me contacte par écrit en remplissant un formulaire où déjà je pose des premières questions. Moi, ça me permet de faire le tri, de voir si je suis apte à, enfin, si comment dire, mes services correspondent aux besoins de la personne, parce que parfois il y a une confusion entre coach, psychologue, psychiatre. Mm. Enfin, ce sont des métiers différents et complémentaires. De la même manière, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas kiné, je le précise. Ce que je fais n'est pas à dimension médicale. Donc déjà, ça me permet de clarifier les choses, d'avoir une première écoute vis-à-vis de la personne. C'est déjà une occasion de faire connaissance. Quand je lui réponds, bien souvent, je rajoute des questions pour amener cette personne déjà à faire son petit bout de chemin d'ici le prochain rendez-vous. Et pour ce qui est de la séance massage en elle-même, c'est une séance qui dure 1h45 et qui inclut un temps de parole. Et ce temps de parole dure le temps que la personne souhaite qu'il Mm. dure, en fait. Certaines personnes vont estimer que 5 minutes, ça suffit, parce qu'elles veulent vraiment profiter à fond du massage. Et d'autres vont parler peut-être même 1 heure. Parce qu'elles en éprouvent le besoin. Et c'est un temps de parole très ouvert, c'est-à-dire que bien sûr, je vais les questionner sur leur rapport au corps, leur hygiène de vie, leur sommeil, leur tension, leur niveau de stress. On va parler aussi de leur pratique sportive. Je vais leur prodiguer quelques conseils en fonction, bien sûr, de mon niveau de connaissance. Et si besoin, je vais les orienter, je vais les encourager aussi à aller voir un ostéo, quelqu'un qui sera euh, souvent plus adapté à leur éventuelle problématique, s'il y a un aspect médical. Et ensuite, il y a le massage en lui-même qui va être adapté. Alors, moi, je fais ce qu'on appelle un massage signature, c'est-à-dire que je fais mon propre cocktail de techniques, puisque je me suis formée à plein de styles de massage différents, dont certains justement à Chiang Mai en Thaïlande. Et après, on va dire que c'est pas tant les techniques, mais beaucoup plus mon attention, mon énergie qui va s'adapter à la personne. Je vais pas masser de la même manière quelqu'un qui, par exemple, est beaucoup dans le mental et me dit, voilà, moi je suis à bout, j'ai besoin de lâcher parce que je cogite tout le temps. Je vais pas masser de la même manière cette personne et une autre qui va me dire voilà, moi je suis un sportif, j'ai des tensions très fortes à ce niveau-là, il y a un côté localisé. Voilà, c'est pas la technique peut être la même, mais en fonction de la demande, je vais pas l'utiliser de la même manière. Donc tu mets pas une énorme différence Donc c'est finalement du sur-mesure. entre le côté massage et le côté conseil et le côté même hypnose, ça pourrait être plus ou moins le même type de client qui vient te voir. Ça va Ok. ensemble. Mais complètement, complètement. Moi, les personnes qui viennent me voir pour un type de séance, souvent prennent un autre type de Mm. séance. C'est-à-dire que on va alterner conseil, hypnose et massage. Et d'ailleurs, je propose aussi des formules d'accompagnement justement, je jongle avec tous ces types de services pour accompagner la personne à plusieurs niveaux. Puisqu'avec l'hypnose, on est sur le niveau émotionnel. Le corps, le massage, on est dans le corps, mais il y a aussi une partie émotionnelle, mine de rien. Euh, on est dans quelque chose qui est quand même intime, qui touche à son rapport à soi, à sa pudeur, à ses résistances aussi.
Et puis il y a la partie conseil qui va être beaucoup plus... là pour le coup, ça ressemble vraiment à une discussion très naturelle où j'utilise mon expérience personnelle, où là je vais être beaucoup plus dans du conseil et dans ce qu'on appelle de la prescription de tâches, où je vais amener la personne voilà, comment dire, changer certaines choses dans sa vie, quoi. Et j'ai pas trop de recul sur ce milieu, mais c'est assez unique de faire autant de pratiques différentes. Il y a beaucoup de gens qui font à la fois du massage et de l'hypnose, ou toi, c'est vraiment un mix que tu as et qui est unique. C'est quoi ton avis là-dessus? Ça se développe un petit peu, le mélange hypnose et massage. Il n'y en a pas beaucoup encore. Et il n'y a pas on va dire, de méthode officielle pour l'instant. Moi, l'hypnose, de toute manière, je l'utilise tout le temps, finalement, parce que c'est aussi une manière d'utiliser les mots, une manière d'être à l'écoute, une manière d'amener la personne à adopter un autre point de vue. Faire de l'hypnose, c'est pas forcément faire une séance, comment dire, traditionnelle où on va mettre la personne en transe. Ça peut être aussi une manière de discuter pour l'amener à avoir des prises de conscience, des déclics. Et ça peut se faire durant le temps de discussion avant le massage. Et puis, il est possible aussi, à travers la parole, d'amener la personne déjà à porter son intention sur peut-être une partie de son corps qui a besoin justement d'être prise en compte. Quelqu'un, par exemple, qui a été abusé, c'est assez fréquent qu'elle fasse un rejet d'une partie de son corps. Et alors bien sûr, hein, moi je précise dans mes massages, on ne touche pas les parties intimes, ça c'est important de le préciser. Mais par contre, ça va être important d'amener la personne à prendre conscience de son corps et à l'aimer et à être attentive à son ressenti, aux différences de sensations. Donc en fait, il y a effectivement une sorte de danse de jeu qui se met en place entre le langage hypnotique et les techniques de massage. Arrivé le temps du massage, j'arrête de parler. Mais il se peut que, quand j'estime que c'est nécessaire, que j'amène la personne que je la guide par la parole. Ça Tu as dépend mentionné de ses l'idée besoins. que l'hypnose, ce n'est pas nécessairement une transe. Concrètement, dans une conversation, comment est-ce que tu utilises ces outils-là? À quoi ça ressemble quand tu utilises l'hypnose? En fait, c'est une transe qui n'est, comment dire, l'hypnose est forcément connectée à la transe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'utiliser pas forcément de Disons manière que c'est pas formelle. forcément ce qu'on a l'habitude de voir dans les C'est-à-dire films où on te dit tes paupières sont lourdes et non, faut pas il y se a le fier à professeur son regard. Tournesol qui te fait, qui fait On peut le dire. le pendule. C'est pas. Ouais. Ouais. À vrai dire, on a plus tendance à dire que les mains sont Ok. légères. C'est beaucoup plus fun. Mais bon, c'est vrai que dans les films, l'hypnose est utilisée pour son côté Ouais. mystérieux, le côté un peu manipulateur et plutôt, enfin voilà, Et ça puis il y a le fait côté dans Get Out spectaculaire par exemple, on a un bel du grand exemple. cabaret de Patrick Sébastien où tout le monde est Ouais, sur scène et tu te retrouves à aboyer comme un chat. ouais, Et donc là, c'est une situation un peu différente. c'est ça. Souvent, c'est ça complètement. Il y a une confusion en fait. C'est-à-dire qu'il y a des points communs dans la technique, bien sûr, mais c'est pas du tout la même intention. L'hypnose ericksonienne, celle que j'utilise, c'est une hypnose qui est une hypnose justement d'accompagnement pour accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Et donc tout dépend d'elle. C'est pour ça qu'il y a un temps de discussion qui est indispensable, où je questionne la personne sur sa problématique pour aller chercher derrière la problématique, parce qu'il y a l'histoire qu'on se raconte. Et moi, je l'amène en fait à aborder plusieurs angles, à creuser derrière, pour aller à la rencontre de l'émotion qui bloque, qui peut être une peur, qui peut être de la colère, enfin ça peut être plein de choses différentes. Et à partir de là, finalement, le chemin est tracé. Mais ce chemin, il n'est tracé qu'avec les informations qui sont données par la personne. Donc jamais il s'agit de l'influencer. Je peux proposer des choses, mais toujours, la personne a le choix de garder ou de reformuler, puisque c'est un échange qui se fait. La personne sous hypnose continue de s'exprimer à voix haute, et elle continue de répondre à mes questions, et elle est toujours libre, en fait. Donc moi, je suis juste là pour l'accompagner sur le chemin qui sera le plus sain pour elle, pour atteindre son objectif.
Et c'est magnifique parce que chaque Dans ce séance est cas-là, différente. l'hypnose, ça se transmet par quoi? Dans une conversation, principalement par les questions que tu poses ou par des intonations? C'est quoi le principal levier Mm. d'action en fait? Quelle est la différence entre simplement bah, je suis un coach et j'essaye de te poser des questions et en fait Ouais. l'hypnose, quelle est sa valeur ajoutée à ce niveau-là? Dans le coaching, on apporte vraiment de soi. Le jeu est très fort et c'est ce qu'attendent d'ailleurs les personnes de la part d'un coach. C'est ce qu'on appelle la position haute. Ils attendent du coach que ce soit un peu une référence qui leur dise allez, vas-y, fais ça, réfléchis pas, fais-le. Et ça, c'est très libérateur. Et ça m'arrive bien entendu de le faire. Dans l'hypnose, on s'efface pour être au service de la personne. Donc effectivement, c'est beaucoup de questionnements. Et l'idée, c'est de créer un bug, en fait. C'est de rompre le schéma, comment dire, cette mécanique que la personne a ancrée en elle dans sa manière de se comporter ou de réfléchir et qui fait que bah, justement, elle n'arrive pas à évoluer. Donc, par les mots, par l'intonation, par l'attitude, par les regards, par tout ce que je peux être vis-à-vis de cette personne, et même à distance, hein, c'est pas forcément en présentiel. euh, Moi, mon boulot, c'est de l'amener en fait justement, à un moment donné, avoir ce bug qui fait qu'elle est plus dans le mental. Le but, c'est de court-circuiter le mental, parce que le mental est bien sûr, c'est un avantage, c'est ce qui nous permet d'analyser les choses, de prendre du recul, de mesurer les choses, mais c'est aussi bien souvent ce qui nous freine, parce qu'on va rester sur des échecs, on va se juger, se limiter. Et donc le but dans une conversation où je pars dans le principe que bah, j'utilise l'hypnose, bah, l'idée c'est d'avoir cette réaction à un moment donné de la personne où où son regard va se fixer naturellement et elle va dire ah ouais, ok, mais moi je le vois comme ça en fait. Et à partir du moment où la personne elle part dans ses pensées, où le regard se fige, où elle commence à parler en langage symbolique, non mais moi je le vois plutôt comme ça, où quand je ressens cette peur, j'ai comme une boule dans la gorge. Là, on y est en fait. C'est déjà un début de transe. Et finalement, ça nous arrive au quotidien. L'idée, c'est de remplacer une transe par une autre en fait. C'est de modifier la transe qu'on a dans notre problème, où on se persuade d'une chose. Et quand je dis qu'on se persuade, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime, mais c'est qu'on reste embourbé dedans. Et ben, l'idée, c'est de bousculer cette transe qui nous bloque pour en apporter une autre qui va nous apporter Donc de l'idée nouvelles c'est... perspectives. Ouais. Et ça, c'est magique, parce que quand on invite quelqu'un, pardon, à ne serait-ce que s'imaginer, se visualiser, mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, juste de lui poser cette question, mais quelle personne es-tu? Quel homme deviens-tu lorsque tu as confiance en toi? Imagine, demain, tu es quelqu'un qui a complètement confiance en toi. Tu es cette personne, on est déjà demain. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça change de ta vie, dans ta vie? Bah, rien que ça crée quelque chose, ça crée une ouverture. Tiens, mais c'est possible. Et là, hop, on est sorti du schéma où la personne fait de son manque de confiance un problème identitaire. Non, mais moi, je suis comme ça, j'ai jamais eu confiance en moi de toute manière. Et là, d'un seul coup, il y a Donc l'idée quelque c'est que les chose gens qui vont être s'ouvre. bloqués dans certains schémas de pensée. Toi tu te demandes ok comment est-ce que je les sors de ce schéma de pensée, comment est-ce que je leur montre qu'il y a une autre option, comment est-ce que potentiellement je les amène dans un nouveau schéma. Et par là, du coup, c'est là où les différents outils peuvent être utiles. Et dans ce cas-là, tu vois assez bien en fait comment le massage peut être efficace pour certains types de personnes qui sont potentiellement coincées dans leur tête. Et en fait, Mm. par le massage, en tout cas, tu court-circuites un petit peu cet état normal dans lequel ils vont être tous les jours et leur permettre de... Voilà, bon, c'est un peu le cliché que la méditation, c'est de la... C'est Enfin, un lâcher prise. Ouais. l'hypnose, c'est de la relaxation, mais finalement, il y a un petit peu ce côté où la personne a besoin de lâcher prise sur son schéma actuel pour pouvoir avoir autre chose. Mhm. Ouais, alors après, je lui montre entre guillemets, c'est-à-dire que je l'amène à ce qu'elle, comment dire, à trouver elle-même ses solutions. Moi, j'utilise la technique pour elle, trouve ses ressources pour justement Ouais. vivre son changement. C'est pas moi qui apporte la confiance à la personne, j'ai pas un super pouvoir. L'idée, c'est qu'elle prenne conscience que justement, elle a tout ce pouvoir en elle. Et là, ça fait des merveilles. Euh, Juste par rapport à la relaxation, oui, on peut apporter de la Mm. relaxation avec l'hypnose, mais c'est pas la même chose, hein.
C'est pas une technique, on peut l'utiliser de cette manière, mais une séance d'hypnose peut être extrêmement physique, extrêmement intense, agitée, et bah oui, forcément, on va aller à la rencontre de choses qui bloquent, et donc parfois, bah, je sais que ça peut effrayer certaines personnes parce qu'elles ont peur de fondre en larmes, elles ont peur de lâcher quelque chose et de le montrer, donc ça nécessite un rapport de confiance, et dans ces cas-là, de toute manière, on y va par étapes. Donc là, il n'est jamais question de forcer quoi que ce soit. Pour certaines personnes, une séance, deux séances, enfin voilà, ça peut aller très vite. Et pour d'autres, il y a un cheminement, puisqu'elles s'approprient chacune de leurs étapes, et c'est très bien comme ça. En fait, il n'y a pas Ça semblait très bizarre comme question, mais est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis sur toutes les recherches autour des psychédéliques dans la thérapie pour les maladies mentales? Alors, actuellement, il y a une espèce de renaissance où pas mal de chercheurs se mettent à utiliser notamment du LSD et du MDMA pour traiter différents problèmes, notamment le stress post-traumatique chez les vétérans, la dépression, certaines addictions. Et ils ont des résultats vraiment assez frappants. Bah, c'est des études qui commencent juste à être faites, donc ils n'ont pas encore tous les papiers qui sont sortis, mais disons qu'il y a des éléments assez frappants. On se dit, tiens, potentiellement, on avait interdit des trucs qui vont être vachement utiles pour ce type de thérapie. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le mécanisme qui est derrière? Et a priori, le mécanisme qui est expliqué, c'est que si tu prends par exemple une certaine dose de LSD, en fait, bah, évidemment, ton cerveau est complètement retourné. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que, mettons que tu es dans un stress post-traumatique, ton cerveau est bloqué dans un certain schéma, et en fait, ça va te permettre de sortir de ton schéma pendant une période, et potentiellement de pouvoir réorganiser les choses, de manière à ce que quand tu reviens à ton état normal, en fait, tu auras réorganisé et il y aura des impacts durables, et ils arrivent comme ça en 3 séances à avoir des impacts sur des gens sur 6 mois. Si normalement, on n'est pas possible, tu peux pas prendre un antidépresseur et 6 mois après avoir toujours un effet. En fait, normalement, ça s'estompe. Et en fait, il dit ça te permet essentiellement de relâcher ces schémas mentaux et de réorganiser ton cerveau. Et il y a des éléments assez intéressants là-dessus. Je pense que c'est relativement connecté par rapport à ce que tu disais sur la possibilité pour les gens de sortir un peu du schéma et de voir une autre perspective. En fait, c'est l'idée de, si tu guides suffisamment bien la personne pendant son expérience, alors évidemment, ils ont un thérapeute qui est là pour aider la personne et pour essayer de les guider, mais du coup, la personne va pouvoir voir un nouveau point de vue en fait sur ses problèmes ou pouvoir réévaluer ses expériences. Et potentiellement, même certaines personnes disent qu'ils se souviennent de souvenirs qui étaient totalement oubliés, qui étaient là dans leur cerveau quelque part, mais finalement, ils n'arrivaient pas à les voir ou ils n'arrivaient pas à y accéder. Et ils arrivent potentiellement à recontextualiser une expérience qu'ils ont eue sous un autre angle. Et ça, je pense que c'est une zone de recherche qui peut t'intéresser. C'est une autre méthode pour me... Ouais. Alors, c'est une autre méthode pour le même résultat, mais est-ce qu'ils ont fait aussi la même chose avec comment dire, est-ce qu'ils ont fait une expérience où ils donnent du LSD et à un certain groupe de personnes où ils n'en donnent pas à d'autres? Parce que c'est ça le plus intéressant, en fait, l'effet placebo. De constater que de toute manière, ce qui compte, c'est l'information qui est envoyée au cerveau. Alors bon, moi, je suis en train d'étudier les neurosciences, je suis pas encore en mesure là d'en parler de manière savante, mais pour résumer de manière naïve, mais c'est ça, hein, le LSD ou autre substance va envoyer des messages au cerveau qui va réagir d'une certaine manière et créer cette espèce d'électrochoc. Et ça, on peut d'ailleurs, le bouquin que je conseille aux gens qui s'intéressent à ça, il y a un bouquin de Michael Pollan qui s'appelle How to Change Your Mind, qui est vraiment bien là-dessus. C'est un journaliste qui a écrit beaucoup et qui du coup a fait une expérience là-dessus. Et un des premiers trucs qu'il fait, les gens lui disent, va pas tout de suite aller prendre des champignons, etc. Le premier truc qu'il fait, c'est des exercices sur la respiration. Où il va respirer de manière suffisamment intense. Je suppose que ça augmente l'oxygène dans son cerveau au point de faire un effet qui est similaire en fait. Et il pratique premièrement comme ça, avec des trucs sans prendre aucune substance, mais pour pratiquer l'idée de lâcher un peu le contrôle sur son corps et sur son cerveau, etc. Mais c'est par rapport à ton parcours, à ce que j'avais lu sur toi, tout ce que tu avais vu, je pensais que c'est un truc qui peut toi t'intéresser, même si aujourd'hui, en fait, en France, c'est pas du tout faisable, puisque c'est faisable aujourd'hui que dans un cadre de recherche, dans certains laboratoires aux États-Unis. Essentiellement, aujourd'hui, ça n'a pas du tout été légalisé dans la plupart des cas. Mais c'est un domaine intéressant de recherche qui rentre un peu dans cette continuité de se dire, OK, comment est-ce qu'on amène les gens
potentiellement à réévaluer un petit peu leur expérience quand ils sont un peu bloqués, en fait. Tu vois, comment est-ce on les sort de ce schéma-là? Ouais, Bah, c'est exactement ce qu'on fait en hypnose et il n'y a pas besoin de produit et probablement. je pense que c'est beaucoup plus simple pour le corps pour le Ouais. coup. Bah oui, parce que en fait, tous les effets qu'on peut ressentir à travers une drogue, on peut les avoir à travers l'hypnose, hein. On peut Mm. retrouver l'état d'ébriété, on peut jouir sous hypnose, puisque tout part du cerveau. Donc à partir du moment où on Mm. envoie les bonnes infos, les effets sont là. Ce que le cerveau croit, le corps le ressent. Donc c'est une question de message, en gros. Et la substance est juste là Ouais. pour envoyer un certain code, un certain message. Mais il y a les effets secondaires, il y a le risque d'addiction, il peut y Mm. avoir un revers à ça. Alors je ne suis pas anti-médicament, bien entendu. Au bout d'un moment, il faut aussi être pragmatique et on ne peut pas tout faire sous hypnose. Mais en tout cas, dès lors qu'il s'agit de problématiques émotionnelles, je crois vraiment, alors là je suis une fervente défenseuse de l'hypnose comme étant la technique idéale, mais ça reste qu'une technique. Et donc après, ce qui va faire la différence et ce qui va rendre la séance efficace, c'est la qualité de la relation entre la personne qui fait la séance et enfin qui reçoit et puis le praticien. Sa capacité à être dans l'écoute, à utiliser justement, à jongler avec les techniques pour accompagner au mieux, voilà, c'est toujours une question de personne quand même. Donc les personnes qui parfois disent non mais moi j'ai essayé l'hypnose ça fonctionne pas. Euh, dans l'absolu on est tous hypnotisables puisqu'on vit tous des moments de transe plus ou moins importants Et au j'avais lu aussi que quotidien. certaines personnes Mais sont après plus ou moins effectivement il faut susceptibles trouver à la bonne l'hypnose. Ça, personne. c'est pas correct dans ton expérience? Mm. Hmm. Si, il y a quand même des différences de réceptivité, hein. Déjà, à la base, quelqu'un qui n'a pas Hmm. envie de vivre l'expérience, bah oui, au bout d'un moment, s'il arrive et qu'il est en résistance et qu'il a pas un minimum de curiosité, d'envie, déjà, ça serait pas éthique de le forcer. Et ensuite, bah oui, s'il résiste, après tout, bon, il y en a qui peuvent être très forts et qui peuvent quand même parvenir à mettre en transe, mais ça n'a pas d'intérêt de toute manière. Il y a des personnes, oui, alors c'est drôle parce qu'il y en a qui disent, oui, moi je pense pas du tout être un bon sujet à l'hypnose, et puis finalement, il s'avère que 5 minutes plus tard, il plonge 10 fois plus vite que Hmm. quelqu'un qui se pensait Hmm. sensible. Donc c'est très variable. C'est très variable. Mais pour ceux qui auraient des doutes sur leur capacité à rentrer en hypnose, je vous pose juste la question, y a-t-il une chanson ou un film sur lequel vous n'avez pas ressenti des émotions, ou vous n'avez pas eu l'envie de rire ou de pleurer, ou vous n'avez pas des images qui ressurgissent, qui sont associées à votre vécu? Enfin, tout le monde il me semble, en tout cas une grande majorité de personnes écoutent de la musique et des films parce que ça leur permet de réveiller des émotions, de se connecter à quelque chose et qui n'est pas de l'ordre du mental. C'est un état Hmm. de transe. Quand on regarde un film, on est en transe. On est conscient d'être assis dans un fauteuil, on reste, on garde un minimum de vigilance, mais on est absorbé par ce qu'on voit et on vit des émotions à travers des personnages pourtant dont on sait qu'ils sont fictifs et qui ont parfois des vies qui n'ont rien à voir avec les nôtres, qui n'ont aucune valeur en commun, et pourtant on va s'identifier à eux, ou en tout cas on va être connecté à leur histoire et on va ressentir plein de choses. Et parfois un film peut changer une vie d'ailleurs, parce que ça nous propose un axe, ça nous propose un point de Il y vue a des qui films qui ont peut eu nous ce bouleverser. niveau d'impact sur toi, dans Et ta ça, vie? c'est de la transe. Oula, oui, il y en a beaucoup. Moi, dans mon bouquin, mon livre témoignage, ne dis pas que tu aimes ça, je parsème dans mon récit plein de petites références cinématographiques. Et c'est en écrivant mon bouquin que j'ai compris à quel point, pour le coup, je suis quelqu'un qui est très, très, très sensible ouais, au cinéma. Ça m'a beaucoup marqué. Enfin, moi, alors c'est très cliché, Hmm. hein, mais un film comme Rocky et la bande son, ou comme Conan le Barbare, quand je manque de motivation, j'ai juste à écouter ça, et alors là, ça me rebooste direct, parce que ça me reconnecte à aussi un moment de mon enfance, ça me reconnecte forcément au parcours du héros, et voilà, c'est inspirant.
Donc, pour ma part, ouais, ça m'a De ton beaucoup livre, c'était quoi influencé ton idée derrière le le fait cinéma. Et j'en de suis faire un ravie. livre? C'était quoi la motivation que tu avais en te disant, tiens, parce que c'est beaucoup de travail, faut avoir envie de le faire, quoi. Faut avoir une raison de le faire. Euh, oui, mais c'était exprimer un ressenti, c'est le partage. C'est vraiment le partage et vraiment être sur le ressenti. L'idée, c'était pas d'être dans le côté purement factuel, parce que bon, bah, le côté factuel, pourquoi pas, mais ça ressemblerait à une grosse page Wikipédia. Non, là, l'intérêt, c'est de proposer justement un autre point de vue, le point de vue humain, et de parler aussi des motivations, des choix, de ce qui se passe à ce moment-là, des doutes, des moments de solitude, des moments de joie, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est facile de se faire des a priori sur le métier d'actrice porno, parce qu'il y a un côté, d'ailleurs volontairement grotesque, racoleur, vulgaire, sexy, enfin bref, c'est très extrême. Mais derrière ça, il y a plein de nuances. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, la frustration que j'ai eue, c'est que j'avais que 250 pages. Et forcément, bon, bah, du coup, il a fallu énormément condenser. Mais bon, on va dire que T'avais que l'esprit, quand même, 250 est pages là. Et pour je des suis quand raisons, même quoi, de satisfaite du l'éditeur résultat. pensait que c'était trop long sinon, c'était un truc contractuel? Ok, Ouais, bah, c'est le contrat qui est comme ok. ça. Ouais, ouais. Donc, Et j'en avais écrit ouais. 650. Mais en pensant en avoir écrit Ton 250, Word mais c'est était parce que j'avais pas trop petite les bons police. paramètres. Enfin bref, mais c'était trop de toute manière. Oui, c'était trop. Et puis forcément, quand j'ai écrit aussi pour moi. Il y a clairement un côté thérapeutique à ce moment-là. C'est quand même pas rien de revenir sur toute son histoire et de le faire au présent, parce que moi c'était ça qui m'intéressait au départ. Je l'ai écrit comme un journal intime, et mon but c'était de revivre chaque étape de ma vie. Donc forcément, ça a été extrêmement enrichissant, ça a été parfois douloureux, ça a été étonnant de me resituer à chaque fois dans l'âge que j'avais et d'essayer voilà, de me détacher du regard actuel qui peut évaluer et qui risque de fausser les choses pour vraiment me remettre, voilà, à ce moment-là, dans quel état d'esprit j'étais. Bah oui, il y avait de la naïveté, par exemple, beaucoup, et beaucoup d'innocence, en fait. Mais c'est ça qui est beau, quelque part. C'est de se voir grandir au fur et à mesure. Donc, donc voilà, il y a forcément un cheminement introspectif personnel. Et puis après, il a fallu quand même rendre ça digeste, parce que tout n'est Donc pas comment est-ce que tu forcément as fait pour intéressant non réduire plus les à 650 partager pages? T'as tout envoyé à l'éditeur avec les et tu lecteurs. lui as demandé qu'est-ce que je fais? Comment ça s'est passé? Mm. Ok. Et j'ai été super bien accompagnée, vraiment. C'est là que je me rends compte que euh, autant l'auto-édition c'est génial, mais quand même, alors c'est vrai que l'éditeur se prend une sacrée marge, mais honnêtement, je trouve que là c'était justifié parce qu'ils m'ont vraiment. J'ai beaucoup appris à leur côté. J'ai une super jeune éditrice pour m'accompagner dans ce reformatage de mon texte. On ne s'est parfois pris la tête, mais elle l'a toujours fait avec intelligence. Il y avait toujours un argument. Et forcément, c'est douloureux hein, de se couper de certaines parties de son histoire parce qu'il y a un côté parfois un peu castrateur. On a l'impression de renoncer à certaines choses. Mais non, mais ça m'a permis justement de comprendre que écrire un livre, c'est pas l'écrire pour soi, c'est l'écrire pour qu'il soit lu, en l'occurrence, et que il ne s'agit pas de faire un compte-rendu de tout ce qu'on a vécu, mais de partager une bonne histoire et surtout une histoire qui va toucher. Donc voilà, il a fallu taillader énormément les phrases. Moi, j'adore les descriptions, je paraphrase beaucoup, et là, il a fallu réduire. Parfois, ça l'est trop, je trouve, parce qu'au niveau du style, c'est Un peu parfois un saccadé petit peu. peut-être ou rapide? Ouais. Enfin, pour moi un peu trop expédié. Ouais, un peu saccadé. Dans la Ouais. suite. Mais je me rattraperai dans un autre bouquin. Et voilà. Et donc, c'est beaucoup de. Ça a été le plus difficile dans l'écriture. Enfin, les plus difficiles, ça a été le lancement. Parce que je me suis retrouvée quand même longtemps démunie devant ma page blanche. Il y a beaucoup de textes d'archives que j'avais accumulés durant des années dans lesquels j'ai pioché. J'avais mon journal intime de gamine et adolescente jusqu'à mes débuts dans le porno qui m'a servi aussi de matière où j'ai puisé dedans et ça m'a permis aussi de me reconnecter
à l'état d'esprit que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc ça a été, ça a été laborieux. Est-ce que tu te souviens combien de temps ça a pris, numéro 1, d'écrire le manuscrit de 650 pages, et numéro 2, de faire tout le processus d'editing qui s'est passé derrière? Oh la vache. Ouais, je pense. Je crois que l'editing a été presque aussi long. Non, quand même, peut-être moins. Mais franchement, c'est vraiment deux travaux différents et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Parce que le premier, il est plus dans le côté, allez, je lâche, je me censure pas justement et j'écris tout ce que j'ai envie de partager. Et le deuxième, c'est, ok, comment raconter une histoire avec toute cette matière, la restructurer. Donc ça a été... là, j'ai plus le nombre de mois c'est en l'affaire de tête, quoi? mais 6 mois pour chaque partie, ça a été presque pour équivalent, je l'écriture, crois. 6 mois Il y a eu un d'éditing. peu de retard. Ouais, Ouais, ok. ouais, Ouais. ouais, peut-être Ouais, c'est 4 quelque mois chose. d'éditing, du coup. Pas moins, en tout cas, je pense. Ouais, il y a des choses que je voulais pas lâcher non plus. Je leur ai dit, je vous préviens, il est impensable qu'on supprime les épisodes sur mon chat. Vous pouvez retirer des ex, mais pas mon chat. Et du coup, bon, Et pourquoi j'en ton parle chat, pas du coup, autant c'est que je quoi voudrais, mais il est quand même présent dans le le livre. rôle qu'il a joué? J'ai Ok. fait quand même mes caprices. Mais parce que c'est une personne importante dans ma vie. Non, c'est quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un. Euh, c'est le côté affectif, forcément. Et puis, c'est pas anodin non plus, parce que mon chat, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup compté dans mon adolescence. Et moi, dans mon enfance et mon adolescence, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, introverti. Je ne connaissais pas mon corps, et encore moins le corps des autres. Moi, j'ai pas vécu une adolescence de flirt. Pas du tout, quoi. Et donc finalement, le seul être vivant avec lequel je partageais de la douceur, de la tendresse et un côté tactile, c'était mon chat. Donc bien sûr qu'il est important, parce que ce récit, c'est un récit autour de l'exploration de mon corps, comment j'apprends à le découvrir, et mon chat fait partie de mon initiation à la douceur. Et aujourd'hui, Et pourquoi c'est l'un de c'est juste mes un rêve et pourquoi nouveaux est-ce que tu rêves n'as d'avoir pas à de nouveau chat un chat. actuellement? Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'un chat, ça se mérite. Et là, j'ai pas une vie suffisamment stable Tu continues à voyager beaucoup? pour avoir un chat. Ouais, c'est une responsabilité quand même. Eh bien, en l'occurrence, c'était censé être le cas. Et puis, en fait, la vie me balance des surprises et des cadeaux qui font que je me retrouve à repartir sur les routes. Ok. Donc oui, factuellement, oui. Pourtant, c'était mon intention de me calmer, de me poser un peu plus. Mais là, par exemple, Ok. il y a de fortes Déjà, chances tu veux en parler ou que je c'est parte pas quelque chose dont tu veux plusieurs mois à parler? l'étranger Ce que pour tu bosser, ferais à par l'étranger, exemple. c'est des projets professionnels qui sont intéressants ou... Tu me dis. Ok. Ouais, non, je peux pas donner de détails. C'est pour du tournage ciné, en fait. Voilà. Et c'est assez drôle parce que c'est une partie de ma carrière que j'ai mis de côté il y a des années justement pour développer mon activité de coaching, de conseil. À côté, d'ailleurs, parallèlement, je bosse aussi dans la BD, en écriture et en directrice de collection. Et donc, mon ambition de faire du cinéma, que j'ai eue après avoir arrêté le X, ça a été la transition, j'ai fini par la lâcher parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un milieu qui me saoulait. Faire des castings, c'est pas mon truc. Être dans l'attente en permanence, c'est insupportable. Il y a eu beaucoup de projets super, mais qui ont été avortés. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je crois que c'est pas pour moi. Je vais me tourner vers autre chose. Enfin bref, il y a eu l'écriture du livre, il y a eu d'autres choses qui ont fait que j'ai senti que ma voix était ailleurs. Et là, forcément, c'est drôle, c'est au moment où je m'y attends le moins et où j'ai le moins d'attente qu'on me fait une super proposition. Donc, tu es reparti sur une opportunité. Et voilà, la vie est comme ça, quoi. Donc je le prends comme un cadeau. Oui, alors je le prends comme un cadeau et j'ai forcément pesé le pour et le contre pour pas que ça nuise à mes activités actuelles. Parce qu'en l'occurrence, je m'apprête à devenir aussi formatrice en hypnose. Donc ça, c'est quand même un gros projet qui est important pour moi.
Donc voilà, j'accepte ce cadeau de tournage, mais sans nuire, sans que ça m'écarte de mes autres projets. Parce que mon vrai boulot À aujourd'hui, ce c'est quand sujet-là, même aujourd'hui, bah, évidemment, tu l'accompagnement, es quoi. très Ça, c'est connu. Est-ce sûr. que c'est facile pour toi de C'est pas le trouver des cinéma. clients? Est-ce que tu passes quand même beaucoup de temps à réfléchir à tes questions de comment est-ce que j'attire les gens sur mon site, dans mon cabinet? Comment ça se passe au niveau marketing pour toi? Ouais. Mm. Ça se fait vraiment de manière naturelle. Déjà, d'ouvrir mon cabinet, j'avais déjà des demandes et c'est justement ces demandes qui m'ont poussée à me professionnaliser parce que je donnais des conseils gratuitement et ça devenait chronophage. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien gentil, mais il faut au bout d'un moment que je bosse et puis je peux pas comme ça prendre du temps à répondre et à m'éparpiller. Donc, au départ, il y avait déjà une demande, en fait, due à ma notoriété en tant qu'ancienne actrice X. Mais à partir du moment où j'ai cadré ça, ça a attiré encore plus de demandes parce que ça, Hmm. forcément, ça pose un cadre et c'est rassurant. Alors que je pensais honnêtement que ça allait dissuader les gens. À partir du moment où ça allait être payant, je me suis dit, bon, bah, ils vont laisser tomber. Puis en fait, ça a été l'inverse. Et puis au départ, je communiquais sur un blog qui s'appelle mavideninja.com. Voilà, c'était un blog où je mélangeais un peu toute mon actu, où voilà, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Je communique pas mal sur les réseaux sociaux. C'est génial parce qu'il y a une interactivité avec les gens, il y a un côté très spontané, très naturel. Et ça, c'est probablement la meilleure manière en fait de créer un lien de confiance. Et puis surtout, j'ai beaucoup de plaisir à partager mon évolution. Quand je fais une nouvelle formation, que j'ai une nouvelle certification, je le partage avec les gens. Donc ils me voient grandir en fait, ils me voient évoluer. Et du coup, bah, ça crée une super relation qui fait que bah, après, ils viennent me voir, quoi. Donc au-delà de l'aspect sulfureux de l'ancienne carrière, aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Bien sûr, il y aura toujours une forme de curiosité, il y aura toujours des anciens fans, mais déjà, être un ancien fan de mon ancienne carrière, en soi, bah, il n'y a pas de problème, parce que quand on se rencontre, il y a un côté très décontracté et à la fois professionnel, donc ça part pas vers autre chose. Et puis voilà, ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'ai arrêté, que je communique sous mon vrai nom. Et ça aussi, ça marque une différence. Donc les gens aujourd'hui, bah, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, il y a aussi des couples, il y a aussi des personnes âgées, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes du secteur médical qui me sollicitent aussi. Donc en fait, c'est très très large aujourd'hui. Et ça se fait naturellement. Il y a aussi le fait que je ne cherche pas à travailler tous les jours du matin au soir. C'est pas du tout mon ambition. Moi, je me rester libre de mon emploi du temps, avoir du temps pour moi, pour le sport, pour l'écriture, pour les autres projets. Donc voilà, j'ai un équilibre qui s'est mis en place Ouais. spontanément et vive les réseaux sociaux, hein. Franchement, ça a été assez super, quoi. Et Moi, tu étais c'est déjà vraiment ce qui présent m'a avant permis la de transition, parce que même communiquer en sur la 2013, il y avait transition. déjà Facebook, etc. C'était déjà quelque chose que tu faisais beaucoup sur les réseaux, ou est-ce que c'est un truc que dont tu n'avais pas besoin à l'époque, qui était pas vraiment pertinent? Mm. Ok. J'étais pas trop, je postais par principe, et puis c'était pas très intéressant parce que par rapport à mon ancienne carrière, honnêtement, c'était très narcissique, Hmm. enfin c'était du sexy. Alors évidemment, les gens sont toujours très contents de se rincer l'œil, mais dans l'absolu, ça n'apporte rien de particulier. Et puis honnêtement, des jolies filles, il y en a plein, il y aura toujours plus jolies, toujours plus jeunes. Euh, C'était pas du tout la même démarche, quoi. C'était beaucoup plus une vitrine, alors que là, c'est beaucoup plus un espace de partage. Moi, j'adore poster un truc et de lire les commentaires et d'échanger. On parle de cinéma, on parle de musique. J'ai une super communauté hein, que je rencontre en plus dans des lives sur Twitch, sur une chaîne que j'ai ouverte récemment qui s'appelle Bien-être et Baston que j'ai lancé lors du premier confinement. Et je suis moi-même étonnée de la bienveillance des gens, de leur, voilà, de leur curiosité. Enfin, je leur laisse bien souvent le choix des sujets qu'on va aborder. Bien sûr qu'on parle souvent de sexualité, mais c'est pas graveleux. Et je leur laisse le choix et on se retrouve à parler de trucs. Enfin voilà,
J'ai fait un live sur l'autisme en me disant, bon, on va être 3. Et ça a été l'une des émissions les plus regardées. Et je me dis, mais c'est génial, en fait. Ça vaut le coup, en fait, je pense, de défendre les choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'on attire après à soi des personnes qui sont dans cette même mentalité, dans cette même énergie. Et peut-être, enfin, c'est même évident que je ramène moins de monde que celle qui va prendre son bain sur Twitch. Mais c'est tellement pas la même intention. Moi, je préfère avoir moins de monde, mais qu'il y ait un vrai partage. Et Et du du coup, coup, il y a une ça pose fidélisation toujours la question de et comment tu on te positionnes s'enrichit par rapport à ton mutuellement. ancienne carrière, parce qu'il y a cette idée où, d'un certain point de vue, tu vois, moi je le regarde toujours d'un point de vue marketing, je me dis, si tu as fait un truc que tout le monde connaît, il faut que tu en parles tout le temps, parce que tu vois, tout le monde connaît et c'est un point de marketing clé. Et il y a l'autre Mm. point de se dire, bah en fait non, parce que sinon, on va toujours me ramener à ce que j'ai fait avant et je pourrai jamais développer Ouais. quelque chose de nouveau. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à cette équipe? Parce que tu vois, j'ai vu pas mal d'interviews que tu as faites, et évidemment, Mm. le titre, ça va toujours être quelque chose qui va être lié au porno par rapport à ce que tu as fait avant. Tu vois, c'est ça qui va être le point clé. Et si tu sais en jouer, j'ai vu que tu avais une vidéo sur le Huffington Post qui avait plus de 4 millions de vues. Tu vois, c'est évidemment que si tu sais en jouer comme étant le... Ouais, cette vidéo de 5 minutes sur le Huffington Post que tu as fait a 4 millions de vues, ce qui est Ah, je savais pas que ça avait colossal. fait Enfin, au 4 niveau de millions. notamment une vidéo en français, ça commence à faire une grosse portion de la population. Donc, comment est-ce que tu réfléchis ça? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, tu vois, je vais donner un exemple. J'avais un YouTuber qui s'appelle Micode sur mon Mm. podcast et je lui ai posé la même question que je t'ai posée avant qu'on enregistre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des trucs dont tu n'as pas envie qu'on parle? Et en fait, lui, il a eu cette expérience où sa première vidéo sur YouTube a explosé. Ce qui n'arrive jamais, en fait. Personne poste sa première vidéo et ça explose, mais lui, ça lui est arrivé. Et il m'a dit, s'il te plaît, me demande pas me parle pas de ma première vidéo, parce que ça me Mm. saoule, j'en parle à chaque fois. Et je me demande, dans ton cas, bah, comment est-ce que tu fais pour te dire, c'est une partie, mais en même temps, j'ai pas envie de parler que de ça. C'est important que j'en parle parce que c'est aussi ce qui va attirer les gens et ce qui va développer mon activité. Mais d'un autre côté, il faut que je fasse la part des choses pour que les gens ne restent pas Mm. bloqués dessus. Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là? En fait, pour moi, le seul critère, c'est qu'il y ait du sens. J'ai pas de problème à parler de Hmm. mon passé, et je le fais spontanément d'ailleurs, et dans mon boulot, parfois dans mes séances, dans mes émissions de Twitch, surtout pour les nouveaux Hmm. venus, hein, parce que les personnes qui débarquent vont me poser des questions très bateaux, et je vais pas pour autant Ouais. m'énerver, je vais leur expliquer, parce que c'est comme ça qu'on communique. Et par rapport aux médias, je suis très patiente, parce que je sais qu'il faut répéter Ouais. beaucoup de fois aux gens pour que ça s'imprègne. Et aussi parce que tout le monde n'est pas censé connaître mon évolution, tout le monde ne me suit pas sur les réseaux sociaux. Et comme sur Internet, l'image reste visible comme ça, il y en a, même si ça fait plusieurs années, ils sont pas au courant. Ils sont Hmm. pas au courant. Donc pour moi, d'accepter que l'ancienne carrière, l'ancien pseudo soit mentionné, c'est aussi une manière justement de parler de l'après pour parler de l'avant, en fait. En revanche, je refuse les interviews qui veulent se concentrer que sur Ok. le passé, que sur le porno, parce que là, au bout d'un moment, j'ai écrit un bouquin, je dis, bah, lisez mon bouquin, parce qu'en fait, il a été écrit pour ça. Ça sera jamais mieux expliqué que dans le bouquin. Et puis surtout, au bout d'un moment, ça ne fait pas avancer les choses. Parler de sexualité, oui. Parler de sexualité en lien avec le porno, oui. Mais parler de mon ancienne carrière et de l'industrie du porno, ça ne m'intéresse pas. S'il y a un lien avec aujourd'hui et que c'est constructif, bah oui, volontiers en fait, parce que c'est une expérience qui, bien sûr, qui a été utile, mais honnêtement, c'est pas tant le côté ouais, faut que je récupère un max de personnes par rapport à mon ancien nom. C'est une question que je me suis posée au début, mais finalement j'ai fait le choix en Ouais. abandonnant mon pseudo, hein. Je me suis moi-même coupée de ça. J'ai perdu des contrats. Enfin, j'avais des propositions professionnelles et c'était bah non, nous on signe avec toi, mais il faut que tu te présentes toujours sous le nom Katsuni. Je dis bah non, en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est plus moi, parce que pour moi c'est plus pertinent. Ça sonne faux. Donc voilà, à partir du moment où j'ai repris mon nom, c'était une manière pour moi de me concentrer sur le présent, quoi. Donc j'ai pas de problème à évoquer le passé, mais Ouais. mais il faut que cette évocation Ouais, soit tu veux utile. toujours qu'il y a un pont entre les deux. Sinon c'est du pur voyeurisme.
Ouais, et puis sinon, c'est. Alors, mais moi-même, hein, sur les réseaux sociaux, je fais des flashbacks. Il y a des moments où je vais faire des retours en arrière. Mais l'intérêt, c'est de créer des correspondances, c'est de créer des liens. C'est pas de rester bloqué dans une forme Ouais, de ouais, je nostalgie, vois. quoi. Et du coup, quand tu repenses à ce nom de Katsuni, tu l'as dit, c'était un pseudo. Est-ce que pour toi, c'était aussi une forme de personnage ou est-ce que tu le vois comme étant une période de ta vie où tu étais vraiment cette personne pendant une période ou est-ce que c'était, tu vois, une espèce de rôle comment tu sais tout, c'est quoi ton recul par rapport à ce nom-là puisque tu veux plus aujourd'hui l'utiliser? En fait, c'est multiple. C'était un rôle qui en jouait plusieurs. Parce qu'il y avait l'actrice porno, l'actrice, voilà, le personnage médiatique qui s'appelait Katsuni, et qui elle-même jouait des rôles dans les vidéos. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à prendre du recul par rapport à ça, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux Parce sociaux, qu'il y a, parce il y que a ça deux brouille les couches en pistes. fait de Mais être actrice porno, d'actrice. c'est être actrice. Il y a Il y a le deux couches. personnage que tu joues de Katsuni et le personnage dans la vidéo, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais bien sûr. Et si dans la vidéo on me demande d'être dominatrice, je vais être dominatrice. Si on me demande d'être une parfaite greluche, je vais être une parfaite greluche. Et moi, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Mais les gens vont faire des raccourcis. C'est bah, si elle est nympho dans la vidéo, c'est qu'elle l'est forcément dans la vraie vie. Ben non, pas forcément. En fait, c'est ce qui s'appelle être acteur. C'est qu'on. Alors après, je suis d'accord, hein, c'est très caricatural et très limité, mais ça reste quand même un jeu d'acteur. Et puis après, il y a le personnage médiatique. Et ça aussi, c'est un rôle. Parce que forcément, quand on se présente en tant qu'actrice porno, qu'en plus il y a un pseudo, bah, les gens attendent de nous qu'on soit actrice porno. Mais rien ne nous y oblige, hein. Il y a des, enfin, voilà, en fait, dans l'absolu, on n'est jamais obligé de jouer les minettes. Mais c'est quand même ce qui est attendu, parce que c'est un personnage dont la vocation est de susciter du fantasme. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs quand j'ai rematé ma vidéo de présentation de ma chaîne YouTube, ma vie ninja, que j'ai ouverte, je crois, en 2013 à peu près, donc juste après avoir arrêté le porno. Et il y a quelques mois hein, seulement, alors je suis pas très active sur YouTube, je poste de temps en temps, je mets des replays de mes émissions Twitch. Donc il y a quand même du développement personnel, des conseils, du sport. Et donc, je me dis, ah mais tiens, au fait, c'est vrai, j'avais fait une vidéo, et là, je la regarde, et je suis horrifiée, enfin, horrifiée, mais je me suis marrée, parce que j'étais Ouais, encore ok. dans Katsuni, quoi. Donc ça veut dire que ma voix est 2 fois plus aiguë, et plutôt que de parler normalement, c'est «Salut, bienvenue sur ma vie ninja, ouais, je suis trop contente que tu t'abonnes». Enfin, et je me regarde, je dis, mais pourquoi je parle comme ça? C'est quoi mon problème? Mais c'est parce que Ouais. je suis encore dans ce personnage qui est, voilà, qui va forcément jouer un peu, qui va minauder. Ouais, ça avait du sens en tant qu'actrice porno, mais là, oh là là, ça fait du bien de se débarrasser de ça et de se dire, mais j'ai pas besoin de ça en fait. Mais c'était cool à faire le temps que ça a duré, hein, et aujourd'hui, quand j'en vois qui sont dans ce personnage, ça me fait sourire. Parce que je dis, bah oui, elles sont à fond là-dedans. Le risque, on va dire, c'est d'en faire quelque chose d'identitaire. Et c'est ce qui est arrivé au bout d'un moment aussi dans ma vie, de me confondre au personnage et de penser que je n'étais plus que ça. Et ben c'est hyper enfermant parce qu'après, en fait, on ne se sent pas capable de faire autre chose. Donc il a fallu à un moment donné que je revienne à moi et que je réalise que bah non en fait personne me forçait à être dans la séduction, à jouer justement sur la séduction pour réussir. Pas du tout. C'est en fait la réussite, c'est aussi des compétences, c'est aussi du Et travail, quoi. aujourd'hui, tu opères sous ton propre nom. Est-ce que tu as toujours la sensation de jouer en certaine mesure un personnage quand tu opères sous ton propre nom? Non? Hmm. Non, je suis vraiment moi en fait. Je suis vraiment moi, mais mon moi reste multiple. C'est-à-dire que je vais pas forcément m'exprimer de la même manière devant. Enfin quoi que. Non, enfin. Bien sûr, on s'adapte. Mais non, je me sens vraiment. Alors pour le coup, je me sens vraiment bien parce que Hmm. je me sens obligée de rien. Et ça fait un bien fou en fait. Et parfois, je peux m'amuser ou parfois, je me dis, bon, ouais, là, j'ai envie d'être un peu plus euh, dans une forme de séduction, mais c'est pas dans une attente de quoi que ce soit, c'est juste pour le plaisir d'exploiter cette partie qui fait toujours partie de moi, en Parce que fait.
En fait, Ouais. on a plein de Ouais, facettes moi, en nous. je suis très présent sur YouTube, donc du coup, j'ai sur mon propre nom. Enfin, j'ai le nom de la marque, Marc Timena, etc. Mais mon nom apparaît directement dans les vidéos. Et j'ai toujours eu l'impression de jouer un espèce de personnage, même tu vois, sous mon propre nom, qui est en fait quelqu'un qui est ultra focus sur le marketing, le business, tac, 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 tac. Ce qui est en partie ce que je suis, si tu veux. Mais Ouais. ta personnalité est plus riche que ça derrière. Mais souvent, ce que j'explique aux gens, c'est qu'en matière de personal branding, en fait, quand tu as une marque, bah, il faut accepter que les gens vont voir qu'un aspect de ta personnalité et que tu vas un petit peu l'accentuer et le distiller. Moi, Mm, la manière dont je le vois, c'est dans mes vidéos, en fait, les personnes me voient débiter un truc de 20 minutes, un script, et les gens se disent, oula, ce gars, il est perché en marketing. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai passé 10 heures à condenser mes pensées dans quelque chose, et ensuite, on a passé des heures à le monter mm, pour avoir, en fait, une espèce de version condensée, densifiée, distillée des idées mm. que j'avais, en fait, en marketing. Et du coup, j'ai l'air beaucoup plus vif, je parle beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus d'idées, d'exemples, de trucs qui me sortent comme ça, parce qu'en fait, tout est scripté. C'est le montage, mais Ouais. c'est aussi C'est le le scripting montage, derrière ça. nous. Moi, je passe beaucoup de temps à écrire les scripts sur mes vidéos. Et du coup, je me dis, en fait, il y a une espèce Mm, d'image que les gens voient, qui est pas vraiment qui je suis, et les gens ont pas vraiment une vision tridimensionnelle de moi. Et donc, du coup, les gens qui débarquent sur ma chaîne YouTube, ils disent, voilà, Stan, c'est un mec qui pense qu'à l'argent, mm. il pense qu'il y a que le business, et qu'il faut manipuler les gens, etc. Parce qu'effectivement, c'est de ça, en fait, dont je leur parle. Je leur parle pas souvent de, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai été faire une marche avec ma fille, tu vois. Bah oui, si c'est le sujet, en Mais du même coup, en temps. un sens, je me dis, Ouais, bah oui. j'aime bien parce que ça me donne une espèce de distance. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage, les gens ils vont aimer ou pas le personnage, mais en fait c'est pas moi. C'est-à-dire que si les gens pensent que Marketing Mania c'est le truc le plus génial, c'est super, bah en fait parce que tu te rends pas compte de tout le boulot que j'ai mis dans cette vidéo, et si tu savais tout le boulot que j'ai mis, tu me mettrais pas sur un piédestal. Et inversement, les gens disent ah là là, c'est qu'un sale capitaliste qui pense qu'à l'argent. Je dis mais en fait, pas vraiment. C'est juste que il s'avère que le sujet dont je te Mm, parle sur cette chaîne, c'est ça, et que si sur la chaîne je te parlais de n'importe quoi, mm. ça serait pas intéressant si je te parlais de n'importe quel sujet sur lequel je suis pas expert. Moi, ça me donne une distance, tu vois, par rapport à la fois aux gens qui vont Ouais. t'aduler un petit peu trop, et par rapport aux gens qui vont te critiquer parce qu'en fait, ils savent pas, ils ne voient qu'une espèce un truc deux dimensionnel, tu vois. Et que moi, je suis assez content finalement d'avoir ça Mm. et de me dire, voilà, bah, c'est le personnage public qui est toujours différent un petit peu de qui t'es derrière, même si tu injectes beaucoup de ta personnalité Mm. dedans, ça reste, il y a quand même une distance. Oui, bah, je pense que c'est toute personne qui est, enfin, on est tous confrontés à ça en fait, aux étiquettes et au jugement. Et beaucoup de gens, alors beaucoup de gens, c'est pas dire grand-chose, mais c'est vrai que euh, il y a cette confusion entre ce que la personne montre et ce qu'elle est. Et parce que tu montres Mm. ça et que tu es spécialisé dans un domaine, on va te réduire à ça de la même manière que moi, quand j'ai commencé sur Twitter, je me souviens à parler de mes goûts en cinéma. Mais juste en disant bah tiens j'aime bien ce film, mais je me suis fait recadrer quoi. C'est mais t'es qui pour parler de cinéma? Attends, retourne faire tes films porno, t'es bonne qu'à ça quoi, avec beaucoup de mépris en plus. Et parfois certains vont le dire avec douceur en disant non mais t'es gentil, mais tu sais quoi, nous on t'aime que dans le porno en fait, tu peux pas faire autre chose. Mais on t'adore, tu vois. Mais c'est horrible en fait, c'est ce côté Mm. hyper enfermant où parce que les gens t'aiment ou t'aiment pas d'ailleurs dans une fonction parce qu'ils t'ont vu dans une chose, tu ne devrais faire que ça. Tu n'as pas le droit d'évoluer. Parce qu'au même moment où certains, je suis sûre, te font des reproches, si demain tu proposes des vidéos complètement différentes, Ouais, ils vont te le reprocher. Non, tu n'as pas le droit de faire ouais. ça. Ou limite, tu vas te tendre les cheveux en blond, ils vont dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit. Tu leur appartiens. Ton image, tout ce que tu fais leur appartient. En tout cas, c'est la sensation qu'ils ont. Et le danger, c'est de finir par croire que effectivement on leur Mm. appartient. Et moi, ce qui me plaît justement, et les réseaux sociaux là-dessus sont aussi une opportunité, c'est de montrer que non, en fait, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Maintenant, c'est vrai que une démarche professionnelle, il faut quand même être clair dans sa démarche. C'est-à-dire que l'attitude peut-être sexy que je peux avoir, enfin sexy, euh, sensuelle que je pourrais avoir dans certaines poses, quand je fais de la contorsion, que je poste sur Instagram, bah, cet esprit-là, je ne vais pas l'avoir en séance où je reçois quelqu'un qui me parle de ses abus sexuels. Ça ne serait pas du tout cohérent et ça serait complètement déplacé. Donc il y a un temps pour tout en fait. Je crois que ça c'est important, qu'il y a un temps pour tout et en fonction des activités qu'on fait, effectivement, on ne va pas exprimer et exploiter la même facette. Mais on a le droit quand même d'avoir tout ça.
Et si certaines personnes aujourd'hui me consultent, c'est parce qu'en fait, elles se sont enfermées toutes seules. Et ça a ses limites, hein, de toute manière. Je voudrais revenir Désolée, sur je parle un beaucoup. autre élément. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je voulais revenir sur un autre élément de marketing. Euh, Moi, je suis toujours intéressé, j'essaie toujours de comprendre, bah, tiens, pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce que ça marche, ce qu'ils font, comment, bah, Mm. tu vois, les meilleurs youtubeurs, pourquoi est-ce que c'est les meilleurs youtubeurs, etc. Toi, quand tu as arrêté le porno, tu étais vraiment au sommet de l'industrie. Qu'est-ce qui a fait que tu avais autant de succès et que tu es allé aussi loin, en fait, dans ce milieu-là? Bah, ça reste toujours une énigme. Honnêtement, j'ai toujours été bluffée, moi, de mon Ok. succès, parce que franchement, j'ai croisé des filles d'une beauté exceptionnelle, mais la beauté ne fait pas tout. Ce qu'on demande à une actrice porno, c'est pas d'être Miss Univers, c'est d'être excitante, parce que c'est la fonction d'un film porno. Moi, je pense qu'il y a un truc quand même, il y a deux éléments qui ont vraiment joué. C'est d'une part, j'ai toujours considéré ça comme un métier, donc j'ai toujours eu un comportement très pro. Euh, c'est con, hein, mais la base, arriver à l'heure, ne pas être drogué, être respectueux, s'adapter, proposer, enfin, être impliqué dans ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est valable pour n'importe quel métier. Bon, et c'est un peu un métier. Bon, il y a des personnes ouais, qui sont pas forcément investies en fait, ou qui sont un peu larguées. Et ça peut être triste d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été assez studieuse. Et puis à côté de ça, bah, la notion de plaisir, c'est-à-dire que j'ai aussi choisi ce métier pour y trouver du plaisir et pour le partager au maximum. Donc, il me semble que c'est le critère essentiel en fait pour être bon dans le porno, hein. Si on n'aime pas le cul, si on n'aime pas les hommes, si on n'aime pas les femmes, c'est chaud. Et il y en a, hein. J'en connais des performeurs, des performeuses qui sont très bons pour faire le show, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'au bout d'un moment, le spectateur, il le perçoit ça. Il y a un truc qui est impalpable. Et d'ailleurs, les actrices porno qui vendent le plus aujourd'hui ne sont pas les plus belles. C'est parce qu'il y a quand même une sorte de rage, il y a une énergie en fait qui transparaît et qui fait que ces personnes, elles embarquent leur public. Et en soi, c'est une forme d'hypnose d'ailleurs. C'est la capacité à mettre sous hypnose son public et à créer une relation, en tout cas un lien de fantasme. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que j'avais vraiment un grand appétit, c'est-à-dire que j'ai bossé en France, en Europe, j'allais aux États-Unis. Il y avait une vraie curiosité de ma part, quoi. Et puis apprendre aussi à dire non, apprendre ouais, à bosser probablement avec les bonnes personnes aussi. Je pense que c'est un tout. Et tu avais Mais je me démarré suis jamais comparée aux avec autres, en cette fait. ambition particulière. Donc, du coup, tu n'as pas démarré avec cette ambition particulière de dire, moi, je veux travailler avec telle ou telle personne, je vais avoir tel ou tel niveau. C'est plus quelque chose qui est arrivé. Ouais. Non, non. En fait, moi, bon, je me souviens, ma première envie à mes débuts, c'était surtout, je voyais un peu le monde comme un gros buffet de dessert, et je me disais, je veux pouvoir faire l'amour avec tous les mecs enfin pas tous les mecs de la planète, mais en tout cas, j'ai envie de découvrir les manières de toucher, les manières d'embrasser différentes d'un pays à un autre. Il y avait vraiment cette curiosité sexuelle, en fait. C'était vraiment sexuel. Et puis, euh, comme j'étais quand même au courant de l'industrie du porno, j'avais quand même un respect pour certaines prods, certains réals. Et il y en a qui s'en foutent en fait. On leur présente une prod ou une autre, c'est pareil. Moi, je reconnais que quand je suis allée aux États-Unis, j'ai halluciné et que je me suis retrouvée à bosser avec des grands noms. Je me sentais super privilégiée, quoi. Donc je me suis jamais dit je vais être la numéro un. Par contre, je me suis toujours dit chaque scène est unique et je vais donner le meilleur en fait. Et je pense que le secret il est là en fait, c'est d'être présent à fond dans ce qu'on fait sur le moment. Et même si c'est une petite scène et même si c'est un truc dont on se dit que ça va pas être vu beaucoup, franchement il n'y a pas de différence. Je donne tout quoi. Et moi, mon plaisir, il était là-dedans aussi, hein. En fait, je partais en transe pendant mes scènes. C'est hyper libérateur, hein. Et donc, du coup,
Pas Pas besoin besoin de de LSD, LSD. effectivement. Euh, Pas besoin de drogue. Moi, j'ai jamais eu besoin du coup, tu de es drogue, en finalement fait. rentré dedans pas mal à l'instinct. J'ai l'impression que même ta reconversion plus tard, la manière dont tu le présentes dans ton TEDx, par exemple, c'est que tu as switché un peu sans plan, finalement, de ce que tu allais faire exactement après, et tu l'as découvert un peu Mm, sur le terrain. J'ai vu qu'une des premières choses que tu avais faites après avoir arrêté le porno, c'était t'inscrire dans une école de cirque. mm. Bah Ouais, oui, forcément, c'est drôle. ouais. Bah oui, parce que alors moi j'adore le cirque, je trouve que c'est un univers magnifique avec des gens incroyables qui ont un mérite de fou, parce que c'est un milieu qui est très dur et en même temps il y a cette image péjorative du cirque quand on dit ouais le porno c'est du cirque par exemple, Mm. au sens c'est de la perf, pour de la perf, c'est grotesque. Donc ça peut prêter à sourire parce qu'il y a des correspondances entre porno et cirque quelque part. Mais j'avais besoin d'utiliser mon corps, en fait. Je me suis Mm. retrouvée démunie, j'ai arrêté de manière assez instinctive, parce que moi, quand je prends une décision, c'est Ouais, vraiment, il y a le mental, mais vraiment, quand je le sens, il n'y a pas moyen, quoi. D'ailleurs, mes pauvres ex en ont fait les frais. Euh, quand je, quand c'est fini, c'est fini. Et en même temps, quand je suis prête, alors là, c'est radical, quoi. Et donc, j'ai arrêté le porno vraiment sans réfléchir à la question financière. Bon, j'avais quand même, j'étais pas à la rue non plus, mais j'ai refusé. Ouais, j'ai refusé des contrats. Il n'y avait même pas de négociation possible. C'est non, j'arrête, Mm. c'est clair. Euh, et j'ai une amie qui était aussi ancienne actrice porno, qui a arrêté un petit peu avant moi, qui a été pour moi la numéro un au monde, qui s'appelait Belladonna. Une femme extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est la seule amie que je me sois faite d'ailleurs dans ce milieu, en tout cas aux États-Unis. Et à ce moment-là, justement, ben, elle était en train d'explorer le cirque et donc je l'ai rejoint. Je me suis inscrite dans la même école et je me suis retrouvée complètement larguée dans cette formation professionnelle où il y avait que des, euh, des petits jeunes super en forme, alors que moi, j'étais pas, même pas sportive à la base. Donc ça a été une belle leçon d'humilité et une super manière une super manière de me retrouver, quoi. Mm. Là, il n'y avait plus de bluff. Il y avait pas de. Là, on n'est pas dans l'image, hein, on est dans la perf. Mm. On ne peut pas tricher. Et tu dois du coup refaire ce type de reconversion radicale dans le futur ou tu penses que tu es arrivé finalement sur quelque chose, Tout est. tu sais J'ai pas envie en de te fait, dire que, ouais, tout en peut fait, arriver. je sais que là, ouais, là, je me sens à ma place. Mais tout comme lorsque j'étais dans le porno, je me sentais à ma place. Euh, Là, je sais que je suis exactement là où il faut que je sois Mm. être, ou pardon, où il faut que je sois, parce que sinon c'est un peu bizarre comme phrase. Ouais. Euh, Parce que ça donne du sens à tout mon parcours et surtout ça me permet enfin c'est juste incroyable en fait de participer à des changements dans la vie des gens. C'est super émouvant. Enfin pour moi il n'y a rien de plus beau que ça en fait. Mais tout est possible. Mm. Tout est possible. La preuve, c'est que là, je me retrouve à partir pour un tournage et je me dis, bah, j'ai l'impression que ma vie est un énorme Kinder Surprise et que voilà, il y a quand même des choses qui font que je sais que rien n'est jamais figé et c'est super en fait. Tant mieux. Mm. Euh, du coup, je suis curieux de savoir, tu disais que tu avais pris cette décision de manière assez instinctive. Est-ce que tu as une idée de la temporalité? En combien de temps ça t'a pris entre te dire, tiens, il faudrait peut-être que j'arrête, et le jour où tu dis, en fait, je refuse tous les Ouais. contrats? Euh, alors, il y a eu quand même, sur plusieurs années quand même, il y a eu une sorte de lassitude qui a commencé à se mettre en place. Je dirais que, en fait, moi, ce qui m'a vraiment cassé, et pourtant c'était l'apogée de ma carrière, comme quoi, il faut pas se fier aux apparences, mais c'est lié à une question personnelle. C'est-à-dire que vers mes 27-28 ans, et j'ai arrêté à 33, vers 27-28 ans, ça a commencé à vriller. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'erreur de sortir, d'avoir une relation amoureuse en fait qui est devenue toxique et ça m'a complètement bousillé mon rapport à mon métier. Euh, j'ai su à peu près le cacher, mais en fait là ça a été une première rupture. Ensuite, bon, je me suis séparée de cette personne. Il y a eu un autre gros coup, ça a été pour le coup, de vraiment, vraiment tomber amoureuse.
mais d'un homme qui était ardeur. Et ça a été assez douloureux. Et ça a été une grosse prise de conscience. Donc en fait, durant toute cette période, quand même, il y a des choses qui m'ont atteinte sur le plan personnel en tant que femme, dans mon rapport à mon corps aussi, parce que au bout d'un moment, en fait, j'avais envie d'une sexualité pour moi. Et puis, donc ça a été latent, ça quand même. Et voilà, de l'observation, de voir le milieu qui change, de voir que les acteurs et les actrices sont plus sur leur portable que avant la scène, que à échanger. Enfin voilà, ça a mis du temps quand même. Ça a mis plusieurs années. Et puis un jour, je me trouve sur un tournage qui, en plus, et c'est ça que je trouve révélateur, qui était idéal. Facile, agréable, enfin vraiment, il y avait tout pour que ça se passe bien. Et à ce moment-là, je me dis vraiment, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et là, c'est horrible, parce qu'on a l'impression d'être... ça fait retour vers le futur, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être... Enfin, c'est très bizarre, ce sentiment d'être étranger à quelque chose, de se dire, mais non, je suis pas censée faire ça. Comme s'il y avait un script qui avait été écrit, tu te dis mais non, mais mon rôle c'est plus ça en fait. Je me suis paumée, c'est plus ça mon histoire. Après la question c'est ouais mais c'est quoi le prochain rôle? Et là bah c'est parti pour ça a été plusieurs années d'exploration pour trouver ma nouvelle place. Donc finalement, la décision, elle se base sur plein d'éléments qui sont arrivés, et puis un jour, tu as quand même une réalisation, un élément qui dit, bah, ok, là c'est bon, tous les pièces du puzzle se mettent en place dans ta tête, et tu te dis, c'est bon. Ça, il y a un déclic, quoi. Ça a été un processus quand même. C'est pas, ça n'a pas été le truc de trop, tu vois, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu, mais ça a été des prises de conscience progressives. Et tu avais une anxiété par rapport au fait de lâcher une carrière qui marchait bien pour aller dans l'inconnu, ou pas? C'est pas ta personnalité? C'est marrant, c'est pas l'anxiété, moi, qui me revient. C'est quoi qui te revient? C'est pas de l'anxiété, c'est plus... en fait, je me souviens que je passais mes soirées à regarder le ciel, à regarder les étoiles, et c'était vraiment... Ok, au milieu de toute cette immensité, qui je suis et quel est mon rôle, quel est mon... Enfin, tu vois, ce sentiment d'être insignifiant, de se dire, bah ouais, c'était cool cette histoire là que je me suis racontée. En plus, ça a plutôt bien fonctionné parce que les autres y ont cru. J'ai carrément réussi à bluffer les gens, à monter, parce que pour moi, c'est une énorme, comment dire, ça a été du boulot, certes, mais pour moi, ça reste quand même une sorte d'énorme bluff, cette carrière d'actrice porno, puisqu'à la base, je suis quelqu'un de timide et d'introverti, donc je me dis, putain, mais ça a été une énorme blague que j'ai quand même bien menée. Et pour le coup, j'en suis assez fière parce que ça me fait marrer. Mais après, tu te dis, bah ouais, mais en fait, je suis qui? Tu vois, il y a un vrai côté. C'est pas de l'anxiété, c'est plus se sentir totalement vulnérable. Et de se dire, putain, mais en fait, ouais, je suis qui? Quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Et il y a un côté assez effrayant parce que du coup, tu es face au vide. Et à ce moment-là, je me dis, mais je laisse quoi derrière moi quand même? Je vais pas juste laisser des photos de cul. Enfin, c'est sympa si ça fait plaisir aux gens, mais enfin quand même, est-ce que je pourrais pas laisser autre chose d'un peu plus utile, qui a un peu plus de valeur que ça? Et donc voilà, il y a une vulnérabilité et en même temps une excitation énorme parce que tu te dis, mais putain, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Mais je commence par quoi, tu vois? Donc c'est assez... ouais, c'est une excitation, mais c'est waouh, ok, en fait, t'es en chute libre, quoi. Et d'ailleurs, pour fêter ça, j'ai effectivement fait de la chute libre. Avec mon amie, la actrice porno, on a fait ensemble un parachute, et à ce moment-là, ça a été ça. C'est ok, je saute dans le vide, mais ce qui est certain, c'est que quand tu sautes, tu peux pas le faire à moitié. Tu peux pas dire oui, bon, je vais peut-être laisser une jambe dans l'avion, et tu vois, et je vais voir comment ça se passe. C'est tout ou rien en fait. Tu vois, tu le fais pleinement, et il y a un côté où tu lâches et tu dis, je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, ça reste mon choix de ne pas voilà, d'y aller. Et c'est génial parce que en fait, apprendre à se connaître, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est de lâcher toute la construction qu'on a pu se faire, que les autres ont fait de soi, et de se réapproprier ça, de se dire, ok, et maintenant,
qu'est-ce que je décide de faire de ma vie, tu vois. Sur ce, Céline, il y a 3 questions qu'on pose à tout le monde pour terminer ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un Ouais. conseil que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans? Oula, mes 20 ans, oh mon Dieu. Mes 20 ans, c'est juste avant Ouais, de commencer le X et c'était pas la meilleure période de ma vie parce que j'étais étudiante ouais. dépressive, à écouter le Requiem C'est de rarement le Mozart en cas, boucle avec du black les metal 20 de bon ans. C'est matin. rarement la meilleure période des gens. C'est pour ça que je pose la question. Tu vois. C'est souvent là où vous avez peut-être besoin d'un bon Bah, je conseil. sais pas, hein, il y en a qui disent Ouais. que, il y en a qui disent que c'est la meilleure période de la vie parce qu'ils sortaient, mais moi c'était pas le cas. Euh, hmm, C'est une super question parce que il faut que l'expérience se fasse, il faut que jeunesse se fasse. Donc ça sert à rien pour moi de donner un conseil qui pourrait être le conseil d'un parent qui veut éviter à la personne de faire certaines erreurs. Ces erreurs, elles sont utiles. Je dirais, ça serait plutôt un rappel. Je pense qu'à 20 ans, je ne saurais même pas l'accueillir, ça, mais je pense que c'est important de l'entendre. D'ailleurs, mon hypnothérapeute me l'a dit plus tard. Et d'ailleurs, je l'ai refusé, cette parole. Mais tu peux tout faire. Tu as déjà tout en toi. Tu as déjà tout Mm. en toi. Ce qui sous-entend aussi, euh, n'attends pas après les autres pour t'aimer, en fait. Ça, c'est important. Mais bon, je pense qu'honnêtement, à 20 ans, on entend ces paroles, ça paraît un peu Ouais. abstrait, hein. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais. Bah, le mien, évidemment. Qui s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça. Ne dis pas que tu aimes Mhm. ça, c'est un instant promo qui est chez Fayard. Non, mais pour les personnes qui s'intéressent à mon parcours, honnêtement, voilà. Sinon, bah, ça dépend en fait dans quelle démarche. Moi, il y a un livre que je recommande aux personnes que je coach, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a accompagné dans ma reconversion. C'est La pierre et le sabre et la parfaite lumière, qui est le tome 2. C'est mon frère qui m'a conseillé ce livre alors que je m'étais blessée au pied. Je m'étais retourné le pied sur un film d'arts martiaux. À l'époque, ma vie était orientée vers le cinéma et pam, je me fais cette blessure et là on me dit, tu sais, ça va être chaud pour reprendre le sport. Donc j'étais pas très bien, on va dire, à ce moment-là. Et il m'a dit, vas-y, lis ce livre. Et c'est un livre que je recommande parce que c'est un chemin initiatique inspiré d'un personnage historique. Et c'est magnifique parce que au-delà du fait que c'est une aventure palpitante, il y a toutes les étapes du chemin initiatique du héros, avec Mm. ses parties d'errance, de doute, de victoire, de trahison. Donc voilà, c'est un super bouquin. Et sinon, un autre livre que je conseille aux plus avisés, c'est Histoire de l'œil de bataille, parce que ça a été mon plus gros traumatisme littéraire et j'aime beaucoup partager mes traumatismes. Ok, ça marche. Ouais. Euh, Finalement, dernière question. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Eh bien, justement, il y en a une que j'ai citée hier. Enfin, en fait, elles sont très proches l'une de l'autre. Du chaos naissent les étoiles de Charlie Chaplin et Nietzsche avait dit. Attends, c'était quoi? C'était très similaire. Mais qu'en gros, il fallait que le chaos se fasse en soi pour que naisse une étoile. Tu vois, enfin, en tout cas, c'était cet esprit-là. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est la phrase même du principe de transformation. Il faudrait que je la retrouve, cette citation. Moi, Et sinon, j'en ai une de Nietzsche, je il pense, y a qui une doit être phrase qui celle m'a... que tu cherches. Il faut encore avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. Voilà, Mm. voilà. Ou pour accoucher d'une étoile qui danse. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Et sinon, dans mon parcours, bah, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça a toujours quelque chose qui m'a accompagnée. Euh, En gros, d'être concentré et d'être pro, mais faut pas non plus se prendre pour. Enfin, faut aussi savoir redescendre parce que on fait rien d'exceptionnel. Et et puis et puis on a plusieurs vies dans une vie, qui est la phrase Mm. que j'ai mise sur mon blog Je pense que d'ailleurs. c'est l'endroit parfait pour terminer cet épisode. Merci Céline d'être venue partager avec nous.
Bah, merci à toi. J'espère que je n'ai pas trop parlé C'était du un coup. plaisir. Mais tu as des questions intéressantes, Ouais. c'est ta De faute. toute manière, mon podcast, il est dans ce format. Là, t'es pile dans les temps, 1h20, on est parfaitement dedans. Bien, merci à toi. Super. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez envie de construire un business sur Internet, pour moi, une des manières les plus intéressantes de commencer, c'est de construire une audience, et notamment de construire une audience dans le bon domaine, sur le bon sujet, avec des gens à qui vous allez pouvoir vendre quelque chose plus tard. Le problème, c'est que si vous construisez une audience sur un sujet X ou Y, ça peut être compliqué derrière de monétiser si vous n'avez pas au moins des centaines de milliers d'abonnés pour monétiser avec la pub. La meilleure manière de monétiser généralement, c'est de vendre directement des produits à des gens, et ça, il faut y penser dès le départ de la construction de votre audience, en étant stratégique sur le choix de votre positionnement, sur le choix de votre sujet. Sinon, vous pouvez passer des années à créer du contenu et même créer une petite audience sans jamais pouvoir la monétiser. Pour recevoir cette formation gratuite qui s'appelle Construire une audience qui achète, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/audience et vous recevrez cet email totalement gratuit pour vous donner toutes les infos pour démarrer votre aventure là-dessus. Sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania qui sera probablement dans quelques mois, puisqu'on va faire une petite pause sur le podcast. En tout cas, à bientôt.